Alors bonsoir à tous pour ce deuxième plein feu de la saison, puisque cette saison on a décidé de mettre à l'honneur deux auteurs metteurs en scène, chefs de troupe, chefs de bande. Donc après Valère Novarina le mois dernier, on a le plaisir et la joie d'accueillir Joël Pomera ce soir. Et pour mener cette rencontre, je suis accompagné ce soir d'Isabelle Rabineau, qui Bonsoir à pilote tous. la fête du livre de Saint-Étienne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, que je remercie d'avoir remplacé au pied levé Laure Adler, puisque pour les mêmes raisons qu'au mois de janvier, nous n'avons pas Laure parmi nous ce soir. Le plus simple, c'est que c'est toi qui démarre, Oh bah, grosso très modo. bien. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je voulais vous dire que si vous désirez poser des questions, il suffit de lever le doigt. Je vous donnerai la parole très rapidement. Donc au fur et à mesure, on n'est pas obligé d'attendre la fin de notre discussion. Joël Pomera, je voulais vous poser une première question toute simple. Parce que finalement, on est là sur la scène d'un théâtre. Et pour vous, il se passe plein de trucs sur la scène d'un théâtre. Il se passe beaucoup de complicité, des choses très amicales, très profondes, avec vos comédiens, par exemple. Vous lisez beaucoup, vous parlez avec eux. Et là, il se trouve qu'on parle entre nous, on est sur la scène d'un théâtre, mais je pense que c'est pas indifférent. Et que pour vous, la scène d'un théâtre, elle a un écho, elle a une sorte d'habitus très particulière. Est-ce que je me trompe ? Oui, bien sûr. Enfin, sans vous contredire, évidemment, un metteur en scène est souvent amené à pratiquer la scène d'un théâtre. Et donc, bien sûr, je la pratique moi aussi, cette scène, enfin ces scènes, je les pratique. Des fois même, je dirais que j'en souffre, parce que vivre dans un théâtre, dans l'obscurité, dans le noir, dans le silence confiné d'un plateau de théâtre, c'est des fois un peu déprimant aussi. Hein. C'est juste pour dire que c'est pas que poétique et enthousiasmant de faire du théâtre. Hein. Mm-hmm. C'est dur aussi. Et voilà, c'est noir, il fait noir tout le temps. Ouais. Et au bout de 25 ans, des fois, parce que ça fait 25 ans, je crois, à peu près, que je fais des mises en scène. Pas tout à fait. Des fois, c'est très... Enfin, ça peut être très compliqué. Ce lieu-là, puisque vous avez commencé par indiquer un lieu, ce lieu, le plateau, il est des fois dur à vivre. En fait, j'ai commencé par indiquer ce lieu-là et ce plateau, et Arnaud le connaît bien aussi. Hein. Évidemment, un metteur en scène, il est tout le temps dans le théâtre, mais c'est un territoire. Et ce territoire, il faut le prendre. Et il faut savoir aussi parfois travailler avec les acteurs, lorsqu'on a une troupe, comme c'est votre cas, et travailler avec eux longuement sur la scène même. Et des choses se passent dans l'improvisation, etc. C'est là où je voulais en venir. Je voulais dire que c'est physique, que c'est corporel. Et que pour vous, c'est pas juste une abstraction. Oui. Qui est peut-être sous-jacente, c'est la question de l'intimité aussi dans ton travail et du choix de tes interprètes. Peut-être, alors, ce que j'entends dans la question aussi, c'est le fait que peut-être, tu me contrediras peut-être, Arnaud, mais ma démarche est un peu différente des habitudes de la mise en scène ou du théâtre classique. C'est-à-dire que classiquement, on monte un spectacle qui est déjà écrit, c'est-à-dire on monte un texte au théâtre, on monte un texte, on dit comme ça, monter, on monte une pièce, un texte qui est déjà écrit, et on répète au mieux 2 mois et au pire 1 mois, voire 3 semaines. Donc la moyenne, c'est 1 mois et demi, 6 semaines. Et on commence les répétitions dans une salle de répétition qui n'est pas un théâtre, souvent, enfin qui peut se trouver dans le théâtre, mais qui est un espace qui n'est pas encore la scène. Et on y passe des fois presque 1 mois. Et puis on vient sur le plateau du théâtre les 10 derniers jours, les 2 dernières semaines, les 3 dernières semaines. Et
ça, c'est un peu des habitudes de fonctionnement du théâtre qui sont liées, bien sûr, à des questions d'habitude, mais aussi à des questions économiques, des questions de production financière. Parce que mobiliser un théâtre pour répéter, par exemple, c'est-à-dire la scène du théâtre pour répéter, c'est contraignant, parce que pendant ce temps, d'autres spectacles ne peuvent pas se jouer. Ça engendre des frais de personnel, etc. Moi, il se trouve que depuis 15 ans, je me suis donné comme principe déjà de ne pas répéter moins de 4 mois au lieu de 2. Et je me suis donné comme principe de travailler, de ne pas travailler en dehors des plateaux et des scènes, donc de mobiliser le théâtre, c'est-à-dire le lieu où le jour de la première le public viendra, et de ne travailler que dans cet espace-là, et en plus de travailler avec tous, j'allais dire, les ingrédients du spectacle dès le premier jour de répétition, c'est-à-dire le décor. En fait, il y a une chose qui, je pense, singulière dans ma démarche, c'est que le décor est fini au premier jour, quasiment au premier jour de répétition, et il est installé. Et chose plus surprenante peut-être dont on pourra parler après, c'est qu'au premier jour de répétition, le texte n'est pas écrit. Donc en fait, c'est un peu une démarche à l'envers. Il n'est pas du tout écrit ou pas du tout. Le texte n'est pas écrit. La pièce est quand même en réflexion, en maturation, mais la pièce, c'est-à-dire ce que les acteurs vont porter, prononcer, jouer, c'est pas écrit. C'est encore au stade d'une réflexion chez moi, des notes, bien sûr, des choses qui peuvent être écrites, mais qui ne sont pas encore, par exemple, du dialogue. Et donc, je travaille avec mes compagnons pendant tout ce temps. On va dire que c'est souvent aux alentours de 4 mois. On travaille en équipe, comédiens, techniciens de la lumière, du son, du plateau, costumiers, parce que tous les éléments de la mise en scène sont déjà présents, et je ne veux pas répéter sans la lumière, je ne veux pas répéter sans les costumes, je ne veux pas répéter sans le son, parce que je considère que tous ces éléments-là, c'est avec ça que je veux écrire ma pièce. Je ne veux pas écrire ma pièce seulement avec des mots, je veux l'écrire avec tous ces éléments du théâtre qui, pour moi, sont des moyens sont le langage du théâtre, en fait. Je refuse l'idée, et je pense que vous avez reçu Olivier Py, que je connais et que j'apprécie, et on se connaît. Mais je m'oppose à lui dans sa théorie, dans ses principes, qui serait de dire que le théâtre, c'est avant tout le verbe, comme la fameuse formule de la Bible. Au début, voilà. Moi, enfin, vraiment, je pense que c'est une idée du théâtre qui est très belle, mais qui a aussi fait beaucoup, beaucoup de mal. Et qui est, selon moi, enfin, on a le droit de la soutenir, et elle se justifie très bien. Mais je la trouve réductrice. Et je la trouve... elle a été dominante. Cette idée-là du théâtre a été dominante jusqu'encore il n'y a pas très longtemps. Et je pense que les auteurs-metteurs en scène ont, je crois, permis, et avant eux, des metteurs en scène d'ailleurs, qui n'étaient pas auteurs, mais ont permis de modifier cette perception-là du théâtre, et j'allais dire de donner aussi un peu de corps au théâtre. Donner du corps et donner d'amener d'autres dimensions que le texte, la littérature, l'oralité, que je ne combats pas, ce serait stupide et absolument absurde, mais que je veux rééquilibrer
avec d'autres dimensions, d'autres espaces d'expression que moi j'appellerais de l'écriture théâtrale. Voilà, j'ai répondu à la question que vous alliez me poser. Je pense qu'on est profondément, exactement. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais peut-être tout à l'heure. Je suppose que on se la pose tous les trois. Lorsque vous êtes là, en face des spectacles de Joël Pomera, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes happé, vous aussi, ce que vous pensez, vos corps, vos mains, vos jambes? Est-ce que vous êtes assis comme durant un autre spectacle? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez maille à partir? Exactement ce que vous a dit Joël jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout fait partie de son écriture théâtrale. Aussi bien les membres des comédiens que le matériau, les vis, les tissus, les velours, et puis vous aussi. Donc ce serait pas mal qu'on sache exactement comment vous vous sentez. Je sais pas si vous avez envie de le savoir. C'est indiscret. Hein, mais oui, c'est vachement indiscret, c'est vrai. Vous avez le droit de pas... C'est super intime, mais c'est pour ça que je ne vous dis pas tout de suite. La question que je me pose, c'est est-ce que cette conception-là d'écriture en direct au plateau, qui d'une certaine manière, moi, me rappelle l'auteur japonais Orisa Hirata, qui écrit aussi pour ses acteurs en direct pendant les répétitions, est-ce que c'est là depuis le départ? C'est-à-dire que du coup, la première pièce, c'est les événements, je pense? Non, il y en a encore avant. Ouais. Et donc, est-ce que cette sensation, à quel moment ton univers commence à poindre, et qu'est-ce qui, à un moment donné, te détermine par rapport à ça? Oui, donc, peut-être... j'ai été un peu rapide, enfin, pas rapide, j'étais long, mais j'ai peut-être pas été précis sur un point. Quand j'expliquais le processus de création, je vais répondre à ta question, c'est que, effectivement, je suis auteur de pièces de théâtre, et d'ailleurs, je ne monte que mes pièces. Je n'ai pas été metteur en scène d'autres auteurs que moi. Et oui, donc j'écris, et j'écris mes pièces pendant le temps des répétitions. Je prépare avant le début des répétitions avec les acteurs, avec l'équipe, comme je disais tout à l'heure. Je pense, je travaille, je rêve sur ma pièce, je prends des notes, comme je disais, mais je me retiens d'écrire parce que je veux que l'écriture du texte qui sera prononcé par les acteurs, qui va être porté par les acteurs, il soit vraiment dans une relation à ce qui va se passer avec tout ce que je décrivais tout à l'heure, le plateau, la lumière, le son, le corps des acteurs, etc. Donc c'est un processus qui, on pourrait dire, d'improvisation qui m'accompagne dans l'écriture. Cette façon de procéder, de travailler, c'est quelque chose qui est apparu, j'allais dire, qui est apparu lors de ma deuxième mise en scène. C'était en 91, et cette pièce s'appelait Le Théâtre. Tout simplement. Tout simplement, et avec de l'humour. J'espère que tous les gens qui ont vu cette pièce l'ont compris. Et c'était une pièce où j'avais décidé de ne pas m'appuyer sur le texte, et de voir en cours de répétition, de création, si le texte allait être vraiment indispensable, nécessaire. Mais je voulais revenir à quelque chose qui, pour moi, justement, je pourrais dire, en réponse à Olivier Py, qui pour moi est premier, c'est la présence. Pour moi, au théâtre, c'est pas ce qu'on dit qui est, c'est pas ce qui est dit qui est l'événement qui est le premier, c'est le premier pas, comme dirait, je crois, Novarina, hein, le pas de ce corps, cet homme, cette femme qui pénètre dans la lumière, qui rentre dans l'espace. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'amène là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit
plus, et qu'on ne voit pas, heureusement, dans notre vie de tous les jours, qu'on ne remarque pas que c'est un événement, qu'il y ait quelqu'un plutôt que personne, qu'il y ait des gens plutôt qu'il y ait rien. Et voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une de mes premières pièces s'appelait Les événements, c'est parce que pour moi, je voulais ramener quelque chose de cette idée sur scène que déjà quelqu'un qui marche sur un plateau, qui existe sur un plateau, qui est là sur un plateau, c'est déjà un événement considérable. Avant même toute fiction, avant même toute parole. Voilà, dans le silence même, voilà. Et on peut dire que ça, c'est fondateur dans la pensée, pour moi, de ma démarche. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai dépassé ce stade-là et que mes pièces sont bien plus fictionnelles qu'au début. Et peut-être que c'est une erreur, ou peut-être que c'est une mauvaise évolution de ma part. Mais oui, aujourd'hui, je suis sans doute moins proche de cette sensibilité-là que je suis en train de décrire du début. Mais elle m'a porté et elle est encore, je crois, manifeste chez moi dans mon travail et dans ma sensation du théâtre. Pour rebondir sur la question d'Isabelle sur l'intimité, là, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, le propre aussi de tes créations, c'est d'écrire pour les acteurs que tu as choisis, et tu as une très grande fidélité. Tu les as appelés tout à l'heure tes compagnons. Donc, à quel moment ça vient? C'est-à-dire que comment se sont fait les rencontres, et comment est-ce que petit à petit la galaxie de la compagnie se fonde? Louis Brouillard, le nom de la compagnie d'ailleurs. C'est assez prosaïque, c'est cette histoire de fidélité, d'idée de créer un groupe, acteurs, collaborateurs, techniciens, mais même au-delà, à l'administration, parce que le théâtre, c'est tout ce qu'il y a sur scène, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour qu'on pourrait qualifier de technique, mais c'est aussi des métiers. Tu le sais bien, ici, vous le vivez bien, parce que c'est une maison où il y a des artistes, mais pas seulement des artistes, qui font vivre le théâtre. Donc cette idée de m'entourer et d'essayer de constituer un groupe, c'est venu au fil des années, des 5, 6, 7, 8 premières années, parce que j'ai fait des mauvaises expériences. Je me suis rendu compte que si on faisait de mauvaises rencontres, ou si on s'entourait mal, le théâtre pouvait devenir, comme beaucoup d'activités humaines, pouvait devenir vraiment un enfer, comme dirait l'autre. Pouvait devenir un supplice, et que on perdait une énergie folle dans le travail. Ça limitait la création, ça empêchait de travailler. Et moi, ça m'empoisonnait. Et moi qui venais de l'écriture, je suis passé un certain temps par l'écriture, strictement l'écriture, dans mon coin. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et à un moment donné où j'ai vraiment pensé abandonner, et puis vraiment la conviction, quand même, c'est faite en moi qu'il fallait travailler à rechercher des compagnons, des collaborateurs avec qui travailler ne serait pas un effort, mais serait au contraire simple, enrichissant, plaisant. Donc des complices, finalement, des gens avec qui je pouvais partager quelque chose. Et une fois que j'ai trouvé ces gens, et je les ai pas trouvés tous en même temps dans un nid en soulevant une grosse pierre, ils étaient là. Non, je les ai rencontrés, ça a pris des années. À partir du moment où j'ai eu cette conscience et cette volonté, j'ai été attentif, et chaque fois, j'allais dire que j'en rencontrais un
je lui disais, bon, est-ce que toi, voilà, t'aurais pas envie aussi et bien sur mon plateau. Et j'ai eu donc voilà la chance de rencontrer un groupe de personnes qui aujourd'hui continuent à travailler avec moi après 15 ans à peu près en moyenne. Et effectivement, le travail, il est plus simple, on va beaucoup plus loin quand on se connaît et quand on sait que l'autre, on sait ce que l'autre a, j'allais dire, dans la tête, quoi. C'est venu comme ça, et c'est pas simplement par philosophie. C'est pas simplement quelque chose qui est venu parce que humainement je serais un gars bien. C'est venu aussi par calcul de créateur qui se dit comment on fait pour être le plus efficace possible dans la création théâtrale. Comment on doit s'y prendre. Est-ce qu'il faut travailler dans des rapports de force, dans un renouvellement permanent des équipes, avec comme ça des jeux de séduction, des jeux de rapports de force, ou bien essayer de chercher des personnes qui soient bien sûr des artistes, mais qui soient aussi des êtres humains avec une conception du rapport à l'autre, une certaine maturité qui rendent possible la relation de travail. Dans le texte que vous avez écrit comme ça sur la formation aux éditions Actes Sud, c'est génial, vous parlez de la gymnastique de vos acteurs. Vous dites qu'ils ont une sacrée gymnastique. Et vous parlez de leur mémoire. Vous rappelez, vous dites ils arrivent à se rappeler des textes d'une manière vraiment dingue, quoi. Ça vient de quelque chose de particulier aussi de notre travail, c'est que comme la pièce n'est pas écrite au départ, il m'arrive d'écrire des choses qu'on ne garde pas. Il m'arrive d'écrire beaucoup de textes que je demande aux acteurs d'apprendre, mais qui seront ensuite coupés, comme au cinéma, on coupe au montage. Donc, ils doivent apprendre, beaucoup apprendre pour rien, finalement. Et des fois, ils doivent, après avoir appris quelque chose, ils doivent faire des modifications. C'est-à-dire que je coupe des morceaux à l'intérieur de mon texte, je coupe beaucoup, je rajoute, je modifie un mot, je change l'ordre de la phrase. Et puisque je n'écris pas tout seul, j'écris à leur contact, ils sont amenés à devoir réagir à toutes ces modifications. Donc ça leur demande déjà une adhésion à ce projet d'écriture en particulier, et ça leur demande une bonne gymnastique mentale et une mémoire qui est bien structurée, quoi, parce que je les sollicite beaucoup. Si Arnaud est d'accord, on peut peut-être rester sur cette thématique de la lecture et de l'écriture, parce qu'elle est très spécifique. C'est-à-dire écrire, comme disait Julien Gracq, c'est lire aussi, lire en écrivant. Et c'est pas le seul. Je pense à un plasticien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un culturiste au départ, qui s'appelle Martial Cherrier. C'est un fils de pâtissier, c'est un type extraordinaire, qui était tout maigrelet. Et comme ses parents étaient pâtissiers, effectivement, c'était bizarre. Et donc, il est devenu culturiste, en fait. Petit à petit, il a forci. Et en fait, lui, il est pareil un peu que vous. Quand il lit, il dessine, il réécrit sur son bouquin. Et son bouquin, il devient comme un bouquin de culturiste, quoi. Il est énorme, parce qu'à force de réécrire dessus. Et vous, Joël Poimera, lorsque vous lisez, vous écrivez aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est particulier, enfin, c'est pas... Je pense qu'on le fait tous, mais on n'en est pas forcément conscient. Lire, c'est écrire. Oui, lire, c'est écrire. C'est quelque chose que j'ai dû écrire parce que je le ressens, parce que c'est comme ça que je suis venu à l'écriture. Je pense que je n'avais pas du tout l'idée au départ que je deviendrais écrivain, ou que je ne rêvais pas de devenir écrivain, et je n'imaginais pas le devenir.
je crois que l'expérience de l'écriture, on la connaît tous à travers la lecture. Et c'est comme ça que moi, l'idée d'écrire m'est venue, ou l'action d'écrire m'est venue. Déjà, tout simplement, quand on lit beaucoup, on aime, et quand on aime certaines choses qu'on lit, on a envie de les garder en mémoire. Et on sait très bien que la mémoire, elle n'est pas si absolue, puissante que ça. Et donc on copie. Moi, j'avais des carnets où je recopiais ce que je lisais. Et en fait, voilà, tout simplement recopier quasiment pendant des années ce que les autres ont écrit. Un jour, on recopie la phrase en question et puis on en rajoute une autre pour commenter ou parce que, je sais pas, il y a un muscle qui s'est développé à l'intérieur et qui fait que, voilà, ça veut aller plus loin. C'est pas pour se mettre en compétition avec l'auteur en question, mais c'est simplement comme une sorte de dialogue aussi avec la partie de soi à l'intérieur qui est en action au moment de l'écriture, avec une voix à l'intérieur qui n'est pas forcément une voix qui a la possibilité de se déployer dans la vie de tous les jours, quelque chose qui se met en marche par la lecture, avec la lecture, beaucoup plus que dans d'autres arts. C'est pour ça que la lecture, je pense, est si précieuse et que... Et tu te souviens quelles ont été les premières sources d'inspiration? Quels ont été les premiers textes que tu as eu envie de recopier, de recopier, etc. Quand on me demande, je m'en souviens jamais. comme chez le psychanalyste, quand il faut raconter la première les fois. Trucs importants, ça vient jamais. Mais c'était plutôt c'était plutôt au départ on pourrait dire de la philosophie ou des textes, des essais. C'était un moment où la fiction ne m'intéressait pas beaucoup. C'était plus ou de la théorie ou de la philosophie. Et comment est-ce que le théâtre commence à arriver? C'est-à-dire, à un moment donné, c'est quoi le choc? C'est quoi la rencontre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le théâtre rentre dans ton univers? Donc, le théâtre, il est arrivé très jeune. Donc, en fait, là, ce moment, je parle par rapport au début de l'écriture, pour moi, c'était après une première phase de théâtre. En fait, j'ai rencontré le théâtre assez jeune, comme spectateur. Quand je suis allé au théâtre dans ma ville de province, à Chambéry, guidé par une professeure de français. Et j'ai adoré cet endroit. Ce qui se passait sur scène, des fois, me parlait pas trop. Mais l'endroit me fascinait, quoi. Cette proximité avec les autres. Et puis, c'est cet espace quand même j'allais dire de magie pour moi à l'époque. Ce lieu de tension qu'était la scène, c'est quelque chose qui me fascinait. J'ai donc rêvé secrètement de devenir acteur pendant plusieurs années dans le secret, vers 18 ans où je suis monté à la capitale. Exactement, franchissant le pas du rêve à la réalité. Et j'ai fait l'acteur pendant 4 ans, 5 ans. Et jusqu'au moment où, après des expériences pas extrêmement réjouissantes, passionnantes, j'ai décidé d'aller vers un autre chemin qui n'était pas encore le chemin de l'écriture, mais qui était un chemin que je décrivais tout à l'heure, comme un retour vers
la culture ou vers en tout cas un retour vers un enrichissement personnel, une recherche d'enrichissement personnel, sans qu'il y ait de but déjà tout tracé devant moi. Je savais que le métier d'acteur n'allait pas me convenir, qu'il était violent, qu'il était limité aussi, qu'on était très dépendant des autres, donc on pouvait y être très malheureux, et je n'avais pas du tout envie de ça. Pardon pour les jeunes acteurs éventuellement qui seraient présents dans la salle. Non, bien sûr que non, c'est ma vision à moi, ma perception à moi des choses. Et donc je suis allé vers ce chemin qui m'a conduit par un repli sur moi à l'écriture. Et de l'écriture, je suis revenu au théâtre parce que finalement, ce lieu que j'avais croisé, rencontré, qui m'avait un petit peu fait du mal, humainement parlant, je sentais que c'était quand même un espace de liberté, de création, et qu'il y avait quelque chose à y faire, et que j'avais envie d'essayer d'y faire quelque chose, mais non plus comme un interprète, mais comme un créateur, entre guillemets, quelqu'un en tout cas qui allait tenter de devenir créateur. La première rencontre extrêmement marquante pour toi, la première personne qui fonde d'une certaine manière le début de l'aventure, c'est un comédien. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit une chose qui me paraît particulièrement importante. Tu nommes très clairement que dans tes compagnons, il n'y a pas que des comédiens. Et c'est vrai que dans ton univers, maintenant, quelqu'un comme Éric Soyer, pour la lumière, je pense que c'est presque comme un double ou un frère. Enfin, je ne sais pas comment tu le nommerais, mais en tout cas. Et puis aussi, le compagnonnage, tu es aussi un des rares artistes à nommer tout de suite le compagnonnage avec des gens de l'administration. Donc, quelqu'un comme Anne de Amézaga, qui est carrément directrice adjointe de ta compagnie, je crois. Voilà. Donc, ça veut dire que tu estimes que tu portes avec elle la compagnie. Quelle est la première personne, est-ce que ça peut se raconter, ça, la première personne à un moment donné qui est fondamentale dans la rencontre? Est-ce que c'est un acteur? Comment ces étapes-là, puisque tu parles de manière très nette sur la nécessité de s'entourer, donc de s'entourer, donc pour à la fois se protéger, mais aussi s'appuyer sur d'autres. Rétrospectivement, si tu rembobines, tu saurais dire... Ce que ça m'évoque, ta question, c'est que je pense qu'il y a eu des rencontres marquantes, mais des rencontres les plus stimulantes ont été des rencontres par défaut, si je peux dire, comme des rencontres qui m'ont d'abord un peu fait du mal et qui m'ont repoussé vers moi. Je pense que j'ai cherché ce que tu dis. J'aimerais pouvoir te dire, te nommer entre guillemets le maître ou la personne, pourquoi pas une femme, puisque un maître, le féminin d'un maître, à mon avis, n'exprime pas la même notion. Mais en tout cas, je n'ai pas rencontré cette personne, et je peux dire que je l'ai cherché. Et je l'ai cherché, j'ai quand même cherché, je l'ai cherché au masculin. C'est-à-dire que je crois que pendant plusieurs années, j'ai cherché mais à m'en rendre malheureux parce que je ne voyais pas d'autres possibilités pour avancer. J'ai cherché la personne qui allait pouvoir me guider, la personne qui allait pouvoir me dire où se trouvait la vérité, où se trouvait le sens des choses, de ma vie. Et je pourrais dire que j'ai cherché un père, un compagnon, maître, et je pense que tous les jeunes, filles ou hommes, je pense, ne sont pas à la recherche de ça de façon aussi consciente ou aussi claire que moi je vivais les choses. Est-ce que c'est dû à mon histoire personnelle? J'ai perdu mon père très jeune, peut-être que ça a à voir. Après, on se dit, oui, sans doute qu'il doit y avoir un lien. Mais donc, je suis allé chercher des maîtres, des pères qui n'ont pas voulu de moi, je peux dire, parce que je pense que quand on est dans cette démarche-là, on doit être très emmerdant pour l'autre.
et finalement, et ces gens ont bien eu raison. Ils n'ont pas voulu créer cette sorte de filiation fausse. Voilà. Et du coup, j'ai été ramené à une solitude qui a été très douloureuse et qui voilà, en fait, et dans cette époque que je décrivais tout à l'heure, de la lecture, du retour à soi, qui a été très assez pénible parce qu'il y avait le deuil à faire de cette rencontre avec ce guide ou ces maîtres. Et loin de moi de dire que je me serais fait tout seul, mais j'ai dû trouver mes guides, mes influences, mes réconforts, mes horizons vers lesquels me diriger. J'ai dû les trouver, je crois, plutôt en imagination, ou en tout cas chez les morts, chez les artistes que je n'avais pas rencontrés, que je n'avais pas pu côtoyer. Et je crois que du coup, j'ai pris un peu chez l'un, un peu chez l'autre, et j'ai dû faire des amalgames, des constructions personnelles qui m'ont, je crois après coup, je peux le dire, qui m'ont fabriqué. Mais je crois pouvoir dire d'une façon qui fait que je ne peux pas dire j'ai rencontré tel grand metteur en scène avec qui j'ai travaillé 3 ans et qui m'a influencé au point qu'aujourd'hui encore je suis sa pensée ou son exemple. Non, je ne crois pas. Et sans aller jusque dans les grands metteurs en scène, plutôt les gens qui te sont proches maintenant aujourd'hui, c'est du coup, c'est d'une certaine manière, tu parlais de consolation, c'est un terme intéressant. Du coup, tu as trouvé des gens qui acceptaient de faire un bout de chemin avec toi dans une démarche partagée. Oui, mais ces gens, je les ai rencontrés quand moi j'étais, non pas quand j'étais fini, mais quand j'étais assez cohérent dans ma tête et que mon projet artistique était déjà suffisamment construit dans ma tête et déjà un peu quand même déjà là, matériellement parlant, pour que déjà eux aient envie quand même de venir vers moi aussi, et surtout que la relation puisse se faire dans une forme de sérénité, parce que j'avais déjà, je crois, formulé des choses et que j'étais plus dans l'incohérence de quelqu'un qui se cherche, qui cherche et qui se cherche en même temps. Les collaborateurs avec qui je travaille aujourd'hui, je les ai trouvés finalement dans un deuxième temps de ma vie artistique. Ils étaient plusieurs. Déjà. Ils sont plusieurs, bien sûr, puisque aujourd'hui, l'équipe avec qui je travaille, les gens presque permanents, artistiques, techniques, administratifs, ça doit faire à peu près une douzaine, une quinzaine de personnes. Pour reprendre un petit peu le fil d'Arnaud, tout à l'heure, quand il s'est agi de présenter, j'ai lu que Joël Gaillot, par exemple, vous appelait facilement et avec sans doute, à raison d'ailleurs, écrivain de plateau. On vous présente souvent comme un auteur aussi. Vous êtes un auteur, certes, mais vous êtes un artiste. Enfin, j'ai l'impression que ce moment dont vous parlez, ce second moment, c'est celui de l'artiste, avec tous les moyens de votre art, tout à fait cohérent et tout à fait particulier, qui ne concerne que vous, qui regarde vous et les complices, les compagnons dont vous avez parlé tout à l'heure. Si on regarde bien, il y a, je ne sais pas, peut-être ce serait un peintre ou ce serait un sculpteur, je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Mais il y a quelque chose dans le fait d'enlever, de rajouter de la lumière, comme ça, de faire apparaître les choses exactement. Enfin, quand on lit et quand on est intéressé par l'histoire de l'art, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quelque chose autour de cette forme qui se rapproche de votre manière, Joël. Un sculpteur de présence, par exemple, mais de plein de manières différentes. Comme ça. Regarde tous les moments où on est présent, où on disparaît, où il appauvrit des corps et où ils reviennent. Il y a très peu de moments où on peut faire. Et puis cette notion d'ôter, on veut toujours ajouter,
en plus dans notre société, encore plus qu'auparavant. Rajouter. Chez Pomera, on enlève. Comme un sculpteur. En tout cas, de là où on est parti au début, en disant, voilà, le plateau, moi je souhaite répéter dans des espaces, déjà des espaces de création accomplie. En fait, je considère ces espaces-là comme des espaces de laboratoire du théâtre, ou comme un peintre, un sculpteur, un plasticien, voilà, dans un atelier, travaillerait sur sa matière. Et oui, moi, je considère que j'ai besoin d'un laboratoire, d'un atelier pour créer mes spectacles. Et il faut que dès le début, je veux dire, toutes les couleurs, tous les matériaux indispensables à la création soient là, et que je puisse faire toutes les expérimentations, les essais, faire un pas en avant, pouvoir en faire deux en arrière, créer cette chose et pouvoir l'enlever. Quand je dis que la scénographie est prête dès le début des répétitions, c'est aussi pour permettre de faire évoluer cette scénographie éventuellement pendant tout ce temps du travail, c'est-à-dire de pouvoir éventuellement tout casser ou couper le décor s'il s'avère pas utile ou pas intéressant. Et si on construit le décor pour les 15 derniers jours, on n'aura pas ce temps-là d'expérimentation, de modification possible. Voilà. Et du coup, quand voilà. Donc on s'est dit qu'on allait essayer ça aujourd'hui. Formidable. Donc alors allons-y, vas-y Stéphane, c'est la première question. Voilà. Pour la postérité, si tu veux prendre le micro. Oui. Une question sur le comédien, surtout, puisque il va arriver sur le plateau sans avoir forcément de texte. Je voulais savoir concrètement comment engager un dialogue avec le comédien s'il n'a pas de texte, il y a un espace, il y a des consignes. C'est une question toute bête, mais concrète. Comment les premiers dialogues avec avec toute l'équipe vont se mettre en place? Est-ce que vous avez des processus de travail qui reviennent un peu pour arriver à la genèse du texte? Pour chaque création, c'est un peu différent, parce que chaque création a quand même, au départ, ses grandes lignes de direction. Le travail ne s'articule pas de la même manière pour une création, par exemple, où il n'y aurait pas du tout de paroles prononcées par les acteurs. Moi, j'ai créé des spectacles où les acteurs, enfin les personnages ne parlaient pas. Il y avait une voix off et ce que disaient les personnages n'était pas audible. Donc on ne travaille pas de la même manière sur un projet comme ça que sur un projet avec beaucoup de mots, j'allais dire, beaucoup de dialogues. Ce qui se passe, qui est constant, c'est qu'évidemment, en amont du premier jour sur le plateau, je raconte mon projet. Parce que quand on arrive en début de répétition et que la pièce n'est toujours pas écrite, il y a un projet quand même, il y a une idée de pièce. Même des fois, il m'arrive même assez souvent, qu'il y ait bien sûr une fiction déjà que je peux déjà raconter, des personnages que je peux nommer, que je peux décrire, même s'ils vont encore évoluer, bouger. Et même je peux attribuer à chaque comédien un personnage, alors qu'il n'a pas encore de... En fait, finalement, je peux distribuer une équipe de comédiens, ça m'arrive souvent, mais pas toujours. Mais je peux distribuer une équipe de comédiens des rôles, et alors que voilà, aucune ligne du texte n'est encore écrite, et qu'elle va se faire, ça se fera en cours de travail. Donc dans ce cas-là, on passe par des improvisations. Les improvisations, ça ne veut pas forcément dire, comme dans la Ligue d'improvisation française, absolument
mouliner du texte ou de la parole. Improviser, c'est peut-être des fois simplement partir d'une situation ou d'une bribe de situation, de quelques éléments pour que chaque comédien ait une idée concrète de sa présence, j'allais dire. Et puis de commencer de la lumière, créer un espace fictionnel et faire rentrer ces corps là, avec une fiction dans la tête, faire rentrer ces corps sur un plateau et regarder ce qui se passe, et pour moi écouter ce qui se passe, et finalement m'inspirer. C'est comme si, dans ce cas-là, par exemple, même avant qu'il y ait une parole, c'est comme si, au lieu de me retrouver devant l'ordinateur à réfléchir à des personnages qui seraient que dans ma tête, je pouvais, à ce moment-là, réfléchir à des personnages, mais que déjà, je pourrais commencer à voir physiquement. C'est encore une position de lecteur, alors? En tout cas, c'est une position de quelqu'un qui a envie de prolonger l'imagination, enfin matérialiser l'espace imaginaire plutôt, et quelqu'un qui aurait envie de ne pas tout demander à l'imagination, ou en tout cas qui voudrait pas tout imaginer tout seul dans son coin. Je voudrais revenir sur les conditions de travail, parce que quand tu racontes aux gens que tu veux répéter 4 mois, qu'il faut que tout soit là, la lumière, le décor, le son, etc., il y a beaucoup de gens dans la salle qui doivent se dire, mais il y a des conditions ultra luxueuses. Donc du coup, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce que, en fait, ça a existé même à l'époque, entre guillemets, où tu ne trouvais pas encore des moyens de coproduction comme tu trouves actuellement, tu n'étais pas encore à l'Odéon, etc. Donc comment est-ce que dès le départ, en fait, tu as mis en place ce protocole-là? Ça c'est vraiment quelque chose qui se fait par la volonté, j'allais dire. Tout le monde te dit c'est pas possible. Les gens qui sont, on va dire, qui sont les plus sensés et les plus qui ont les idées les plus justes et les plus claires sur l'économie du théâtre, voilà, au départ, considèrent que ce n'est pas possible. Moi, j'ai décidé de ne pas les entendre et de dire on va essayer quand même. Et on fera évidemment des entorses à la régularité des choses. C'est clair et net que dans cette démarche, il faut être un tout petit peu corsaire ou peut-être pas pirate, mais il faut être corsaire. Il faut imposer, j'allais dire, ces règles aux autres plutôt que d'attendre que les autres nous les imposent. Et quand j'avais moins de moyens, on s'est débrouillé, on s'est arrangé. Par exemple, répéter longtemps, ça veut dire que on va pas pouvoir payer les acteurs, l'équipe sur toute la période. C'est pas qu'on considère que c'est normal, mais on considère que on n'a pas envie de sacrifier une des périodes de travail, de création, juste par un raisonnement économique. Alors on trouve des solutions pour que personne soit, on va dire, personne soit dans une situation de précarité. D'ailleurs, ça fait que la petite structure qu'on appelle la compagnie, qui est une sorte de petite entreprise, elle a comme une sorte d'obligation à se mêler un petit peu plus qu'une entreprise normale de ce qui se passe, j'allais dire, chez les gens. Parce que si on demande à quelqu'un
est-ce que tu voudrais bien travailler 3 mois ou 4, mais être payé que 2 mois et demi? Après, on ne peut pas dire à la personne, par exemple, bon, ben, tu as un problème administratif là, bon, ben, c'est ton problème, c'est pas le mien, je suis ton employeur. Non, ça veut dire qu'on a demandé, j'allais dire, un effort à quelqu'un, et en retour, c'est bien normal qu'on doive se mettre dans une position aussi d'être en capacité à répondre à des demandes particulières. Et du coup, je dis ça parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça a aussi fait se développer un certain état d'esprit de compagnie et un état d'esprit social particulier qui fonctionne, qui marche avec cette façon de concevoir la création. C'est l'idée que on n'est pas une entreprise ordinaire, on ne veut pas être soumis, on veut bien jouer le jeu de la société parce qu'on n'est pas non plus des révolutionnaires, mais on ne veut pas être soumis à 100% à tous ces principes qui de toute façon ne vont pas dans le sens de la création artistique. C'est évident, il y a une opposition là qui est claire et nette. Donc il faut forcément se mettre légèrement en marge, et ça pousse à reconsidérer tout un tas de relations, comme je disais, de relations sociales. Et par exemple, dans ma compagnie, on a établi que, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, même à l'Odéon, comme tu disais, qu'il y aurait l'égalité des salaires, c'est-à-dire entre le metteur en scène et l'assistant en costume, en création. Tout le monde est payé pareil. Pendant ces 4 mois de création, tout le monde est payé pareil, à un salaire minimum qui, au fil des années, a pu augmenter un peu, mais tout le monde est payé pareil, celui qui est là depuis 15 ans, 20 ans, comme celui qui arrive. Et ce principe, je le trouve non pas généreux dans l'absolu, je le trouve conforme à tous les efforts, par ailleurs, qui sont demandés ou qui ont été demandés aux gens en travaillant avec nous dans cette entreprise qui n'est pas tout à fait une entreprise comme les autres. Est-ce que du coup, quand tu définirais une compagnie comme étant un lieu d'utopie concrète? Évidemment, oui. C'est-à-dire notre but, c'est de faire passer un tout petit peu de l'utopie dans la réalité. Et oui, tout à fait. Oui. Ça participe de la dynamique de création. Je pense que c'est intéressant de t'entendre parler là-dessus aussi, parce que je pense que ça, c'est une chose qui est très forte aussi dans tes projets. C'est-à-dire que, est-ce que le fait que la compagnie soit le lieu d'une utopie concrète et d'une utopie partagée, on va dire, puisque grosso modo, tout ceci se fait avec l'accord tacite des gens qui travaillent avec toi, du coup, est-ce que c'est aussi une source d'inspiration? Cette idée d'utopie concrète. C'est une question, je ne sais pas si ça... En tout cas, c'est sûr que depuis quelques années, la question sociale est entrée très fortement dans mes pièces, dans ma fiction. Et, c'est pour ça que je pose cette question-là. Et que... Parce que les pièces retravaillent beaucoup cette question de l'utopie d'une entreprise à reconstruire, à réinventer. Ma chambre froide, les derniers spectacles questionnent beaucoup. Ce sont des gens qui sont en questionnement sur leur vie, leur travail, leurs relations sociales avec les autres, sur comment ces choses-là sont profondément humaines, singulières, à l'échelle de l'individu, etc. Donc, est-ce que d'une certaine manière, la structure même de ta petite entreprise induit quelque chose ou inspire quelque chose sur l'écriture? Sans doute. Ça se fait pas aussi directement que ça. C'est pas quelque chose dont j'ai forcément conscience. Je me dis pas, je vais en parler. Je vais parler de nous en parlant de ça. Non, c'est pas aussi simple. Non. Mais sans doute, vous avez grandi et vous avez tous passé des étapes
qui font qu'effectivement, ça va peut-être de pair avec la grande et fabuleuse histoire du commerce. Je vois très bien ce que veut dire Arnaud, comme une sorte de geste commun. Oui, mais ces préoccupations sociales à l'intérieur de la compagnie, cette pensée d'essayer de fabriquer, d'inventer d'autres règles sociales au sein d'une petite entreprise, elle date de l'origine, elle date de très très longtemps. Et pendant 10-15 ans, on peut dire que mes pièces étaient pas directement des pièces avec une dimension sociale. Et pourtant, j'étais déjà clairement en face de ces questions. Je pense que c'est plutôt une évolution personnelle. C'est aussi, quelque chose de plus personnel. Tu as parlé du Corsaire, peut-être c'est intéressant de parler de l'abri du Corsaire, c'est-à-dire que ce qui est peut-être rendu aussi possible le développement de ton travail et de ton écriture, c'est la question de trouver des compagnonnages, des fidélités, des maisons qui ont su être des abris et des fabriques de lieux de création. Est-ce que ça, c'est peut-être intéressant d'en dire un mot aussi, parce que tu dis que effectivement la question sociale est devenue très présente actuellement. Elle l'est encore plus dans les milieux culturels, parce que la question de l'argent public est évidemment une question hautement brûlante en ce moment. Donc la question, ça c'est peut-être intéressant de se dire ça sur le fait que cette aventure-là a été rendue possible aussi par des compagnonnages, par des abris, par des fidélités. Évidemment, si j'ai pu laisser entendre qu'on pouvait se suffire à soi-même, c'est vraiment... c'est grave. Je m'excuse si j'ai pu le laisser entendre. La compagnie, n'a aucunement la possibilité d'être autonome. D'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'elle a l'obligation de créer de la relation avec les autres pour pouvoir survivre. Et ces fameux temps de création dont je parlais, qui nécessitent des soutiens, sans des fidélités avec des lieux, des théâtres, donc des hommes et des femmes qui dirigeaient ces théâtres et des équipes qui les animaient, qui ont fait le choix de nous soutenir, de nous aider, et malgré l'exigence du projet qu'on avait de nous suivre dans notre... exigence, voire notre folie, sans ces gens-là, rien ne serait possible. Et moi, cette idée de la dépendance aux autres, je l'ai formulée très tôt. Et bien sûr que la dépendance à l'autre, elle est vécue souvent comme, et par moi le premier, comme quelque chose de négatif, et qu'on aimerait supprimer, dépasser. Bien souvent, c'est ce qui nous conduit, nous, les metteurs en scène, à vouloir prendre un lieu. Parce qu'on se dit, il y en a marre de devoir, pour obtenir des financements, pour faire un projet, devoir attendre les réponses des uns et des autres. Et bien sûr qu'à un moment donné, moi, j'ai eu la tentation aussi de postuler à un lieu, à un centre dramatique, une maison de théâtre, parce que c'est la solution la plus évidente qui se montre à nous. Et après une rapide réflexion, je me suis rendu compte que c'était une fausse solution, que au contraire, plus j'allais dire assumer le fait que j'étais dépendant des autres, malgré les moments de souffrance que ça pouvait engendrer, ou les moments d'insatisfaction, de désagrément que ça pouvait engendrer, plus j'allais l'assumer, et j'ai fait le pari que plus j'allais me mettre en position d'être accueilli par les autres. Alors peut-être c'est philosophique. C'est intéressant parce que du coup, tout à l'heure, dans ton renoncement au métier d'acteur, tu as nommé la souffrance de la dépendance à l'autre, mais en tant que metteur en scène, tu trouves que c'est une force. C'est l'autre côté, oui. Mais c'est une force parce que tu as besoin de l'autre, mais tu délègues pas tout à l'autre. Quand tu es acteur, tu délègues quand même beaucoup à l'autre, au metteur en scène. Et ça, c'est une grande différence. Et aussi peut-être parce que quand on est metteur en scène, du coup, on n'est pas seul. C'est-à-dire que du coup, on est dépendant de l'autre, mais avec d'autres. Absolument, aussi, bien sûr. Ouais. C'est ce que tu nommes aussi. Ouais. Oui, et puis être dépendant d'un lieu, d'un autre producteur, c'est
quand cette personne est intelligente, c'est un échange qui est j'allais dire un échange réservé, un échange avec une retenue. C'est-à-dire, jamais, moi, j'ai été soutenu par des gens qui se sont immiscés dans la création directement. Les gens qui m'ont donné des moyens, qui m'ont accueilli fidèlement, ce sont des gens qui m'ont accordé une confiance totale et qui jamais ne m'ont demandé des comptes, qui m'ont permis, par exemple, de proposer des projets dont je ne savais même pas, dont je ne pouvais même pas leur parler. C'est-à-dire, ils ont accepté de financer des projets alors qu'il n'y avait qu'un titre. Il n'y avait pas de pièces à leur faire lire. Il n'y avait pas vraiment encore d'idées qui s'étaient cristallisées. Comme je disais au début des répétitions, que je pouvais parler aux acteurs. Quand on parle d'un projet à des producteurs, c'est encore bien en amont de ce moment-là. Donc c'est un moment où il n'y a rien à dire à part « je vais faire une pièce et j'ai besoin de 600 000 euros ». Pendant 4 mois, vous allez me suivre. Et donc il faut évidemment... On n'obtient pas que 600 000 euros d'une seule personne. Hein, je rassure tout le monde. C'est peut-être les papas dont parlait Arnaud. C'est moi qui en parlais, je crois. Oui. Mais non. C'est d'autres. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ouais, c'est des partenaires, c'est des compagnies. Ça, c'est des partenaires, ouais. Voilà, il y a des questions. Très bien. Martine. En fait, moi, j'ai 3 questions, donc vous les prendrez comme vous voudrez, dans l'ordre ou pas. La première chose qui m'a frappée quand j'ai vu un de vos spectacles, c'est l'importance de tout ce qui est, effectivement, bien sûr les comédiens, mais surtout la voix par le micro, la lumière, c'est-à-dire une espèce d'onirisme un peu concret. Et je me pose la question de comment c'est venu ce rapport à la lumière, cette façon d'auréoler un plateau et puis de donner à la voix une voix qui est un peu modifiée par le micro, et quel sens ça a. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle part le conte a dans les écritures et dans les lectures de Joël Pomera, et pourquoi vous avez choisi Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio, Cendrillon. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième, c'est en quoi peut-on monter des textes de Joël Pomera quand on n'est pas Joël Pomera? Pas mal. Alors, vous avez encore un petit peu de temps, j'espère. Bon. Alors, la première. Je vais faire très court. La question de la lumière, Non, j'ai dit que je son, pouvais répondre dans le désordre. Ah, très bien. Quand même un peu de. Vas-y. Un peu de liberté. Mais les autres peuvent monter mes pièces. J'ai aucun problème avec ça. Évidemment, la question de savoir si, dans cette démarche que je décrivais tout à l'heure, la part qui va pouvoir être transmise aux autres, c'est-à-dire le texte, est-ce qu'il aura le même intérêt qu'un texte qui aura été écrit par un véritable auteur qui se revendique comme un auteur qui écrit sa pièce détaché du plateau? Est-ce que c'est pas à moi de répondre? Je peux évidemment pas répondre. Il y a pour être très concret, il y a des gens que j'entends dire Joël Pomera, ces spectacles sont cohérents, c'est bien, mais si on prend ces textes, c'est pas intéressant parce qu'il manque voilà il manque la chair, et j'aurais envie de donner raison à ces gens, a priori. A priori, c'est ce que je pense. Parce que, d'ailleurs, je ne me pose pas la question d'écrire des textes qui pourraient être intéressants pour les autres. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'écris des spectacles. En même temps, tu acceptes d'être édité. J'accepte d'être édité. Et j'ai plus. Accepté, c'est pas un gros effort. Hein. Non, mais tu considères pas qu'entre guillemets que c'est juste une chose qui est matériau uniquement pour ta troupe et que ça ne puisse pas. Après, alors il y a peut-être un peu de vanité chez moi à avoir accepté d'être édité, mais il y a eu un calcul aussi, puisque c'est venu assez tard, c'est venu
il y a une dizaine d'années, donc j'avais déjà 12 ans de travail, de création sans être édité. Je voulais être pris c'était important, je veux dire stratégiquement parlant, c'était important que je sois pris au sérieux aussi comme auteur de théâtre conventionnel, parce que pour des subventions, pour une position dans le milieu théâtral qui favorisait peut-être des échanges, des partenariats avec des gens qui étaient encore indécis vis-à-vis de mon travail. C'était important que je sois édité dans une maison d'édition honorable et que du coup j'ai le tampon, le certificat auteur. SACD. Mais oui, c'était évident que je le savais et que ça s'est passé exactement comme j'avais prévu. Quand j'ai été édité, d'un coup, on avait moins de doutes sur ma légitimité à écrire. Voilà. Après, tout ça, c'est de la... Oui, tout ça, c'est du vernis, on pourrait dire, du symbolique. Moi, ce que je pense, c'est que j'en sais rien si ce que j'écris est intéressant, détaché de mon travail de mise en scène, etc. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que là, c'est une expérience. Cette maison est aussi une école supérieure d'art dramatique. Et donc au concours d'entrée, les candidats qui présentent des scènes extraites de tes pièces, et donc sans les moyens techniques, donc sans par exemple la voix amplifiée, très souvent c'est ultra casse-gueule. Tu vois ? Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que parce que peut-être là je te fais un pont par rapport à la première question, c'est-à-dire du coup la question de la voix amplifiée, qui est tellement fondamentale dans ton univers et dans ton écriture. Voilà, peut-être c'est un pont avec la première question de Martine. Alors la voix, en fait, on pourrait décrire que l'esthétique, il me semble, de mon travail de cette façon-là. Dans mes spectacles, on ne voit pas beaucoup les visages. Par contre, on ressent la masse physique des corps. Et ça, c'est ça le rôle de la lumière dans mon travail. C'est de créer, de rendre la masse de la présence humaine. Je parlais de la présence au début. C'est cette obsession-là qui m'a guidé vers ce travail de la lumière. Évidemment, aujourd'hui, avec un créateur de très grand talent, mais qui m'a guidé, même avant que je le rencontre, vers une certaine manière d'éclairer un plateau. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas mettre de projecteur comme ça, en face, qui écrase, qui donne à voir, mais qui écrase aussi le relief. Tous nos éclairages sont des éclairages qui viennent de derrière, qui viennent des côtés. Et ces éclairages ne permettent pas de donner une visibilité très, très nette, mais par contre, rendre les corps, j'allais dire, rendre la densité et la chair. Le fait de ne pas éclairer le visage, pour moi, c'est très intéressant. C'est de permettre, et je fais une comparaison avec la littérature, c'est de permettre au spectateur de pouvoir, comme le personnage d'un roman, quand on lit un roman, de pouvoir continuer à imaginer ce que je n'apprécie pas au théâtre, dans cette lisibilité des fois trop grande qu'on me donne, c'est que ma part d'imaginaire, elle est plus possible. Et je crois que le rapport à une œuvre, si on devait le théoriser, pour moi, c'est un mélange de ce que l'artiste nous propose et un mélange de ce que nous, qui regardons, créons. Comme le lecteur qui, en lisant le roman, participe à la création de l'écriture. Parce que tout n'est pas achevé. Et le plaisir qu'on a en tant que spectateur, que lecteur, il me semble que c'est aussi celui de la création.
Ça, c'est très proche de Claude Régis. Tu dirais que c'est quelqu'un, par exemple, qui a eu une influence sur ton travail ou pas du tout ? Il a eu une influence à un moment donné, comme certains, bien sûr. Mais je suis pas enfin tu le sais, je sais que tu le sais, je suis pas un disciple de son travail et je m'éloigne de son travail sur plein d'aspects et il serait le premier à le dire. Mais voilà, en tout cas, la question du son et de la lumière et la voix, j'allais dire que c'est sur elle que j'ai cherché la lisibilité. C'est-à-dire que j'ai cherché à effacer les traits du visage parce qu'ils ne me semblent pas importants, pas essentiels, et que c'est comme si j'avais l'impression que les traits les plus importants d'une personne sont situés dans la voix. Et si j'ai amplifié si j'ai voulu amplifier les acteurs, c'est parce que j'ai cherché à créer le maximum de relief possible à cette voix. Sans micro, un acteur, il est condamné à donner sur une palette de sensibilité, il est contraint à donner, c'est pas scientifique ce que je vais dire, mais 40%, au mieux 30%. Avec un micro, je crois qu'il peut laisser s'exprimer, je crois, 100% du potentiel d'une voix, du potentiel d'expression et de sensibilité d'une voix. Et la troisième question. Il faut un micro, justement. Mais ce que moi j'ai ressenti aussi, c'est l'idée de déréalisation, bizarrement. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai entendu pour la première fois un spectacle de Joël Pommera, je me suis dit, il y a un côté distanciatoire, presque brechtien. C'est-à-dire que comme si le fait de ne pas entendre la voix naturelle, ça nous donnait à entendre du spectacle, justement. Et donc pas la voix naturelle du comédien. Mais... Joël Pommera, crypto-brechtien. Oui, non, mais non, ça, je ne répondrai pas parce que ça nous prendrait trop de temps. Je ne suis pas sûr que vous me suivriez sur ce débat-là, mais je pense que ce qui amène l'étrangeté ou la déréalisation, je pense que c'est au contraire un maximum de réalité. Et je pense que c'est bien plus, j'allais dire, c'est bien plus faux une voix qui est obligée de forcer pour être entendue à 30 mètres qu'une voix qui va être dans une amplification, j'allais dire mesurée, qui pourra, dans une adresse à un autre personnage aussi proche qu'Arnaud, qui pourra moduler exactement, sans tricher, pour être entendu à 1 mètre, on est à 1 mètre là. Avec le micro, je pourrais parler à Arnaud comme si on était vraiment à 1 mètre. Et ça se rapproche de la réalité. Si je n'ai pas de micro, je devrais parler à Arnaud, mais en fait, je devrais parler au spectateur qui est à 30 mètres de moi. Là, je serais dans le faux. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas ça qui paraîtra faux, c'est ce que je ferai avec le micro. Donc, je pense que tout est affaire d'abord peut-être d'habitude et de convention par rapport à ce sentiment de réel ou pas. Et puis je pense que vraiment amener le réel sur un plateau, c'est étrange. Oui. Et que ça fait l'effet d'une déréalisation. Si je peux me permettre juste une petite incise, je me demande si ce qui vous intéresse dans les voix autant, c'est pas précisément qu'on ne connaît pas sa voix. Et que dans le domaine de vos réflexions les plus profondes, ce qu'on ne connaît pas de soi est intéressant. En tout cas, je demande aux acteurs de laisser s'échapper beaucoup de choses. Et entre autres, je demande
surtout aux acteurs de ne pas contrôler leur voix. Et encore une fois, le fait de devoir projeter la voix amène vers un contrôle qui est l'inverse de se laisser faire, de se laisser, non pas aller, mais de ce non-contrôle qui, pour moi, est très important dans mon travail. Alors, il y a la troisième question de Pierre Provan, la question des contes. Cendrillon, Pinocchio, Chaperon Rouge. Je vais aller vite. Je jure, cette fois. Vous allez dévorer. Non, je sais pas trop pourquoi les contes. J'en ai monté 3. Est-ce que si j'y avais pas été invité un peu, pas forcé bien sûr, mais est-ce que j'en aurais monté autant ? C'est un plaisir, c'est pas une nécessité non plus, c'est un plaisir, c'est une façon de faire un tour dans l'univers, dans un univers qui m'est familier depuis très longtemps, dans lequel j'ai baigné à l'adolescence. Je lisais beaucoup de contes, enfant aussi évidemment, ça m'a nourri. Peut-être c'est la couche géologique profonde de mon écriture, et le fait d'avoir eu l'occasion d'y venir en tant qu'auteur, metteur en scène, c'est une façon de me ressourcer, d'aller chercher une inspiration, d'aller retrouver des fondamentaux à l'intérieur de moi. Est-ce que tu as vécu comme un paradoxe le fait que le Petit Chaperon Rouge a peut-être été ta création qui t'a fait basculer dans un autre réseau de diffusion et de visibilité, ouais. C'est-à-dire que la sensation que j'ai de l'extérieur, c'est que c'est vraiment le Petit Chaperon Rouge qui tout d'un coup a ouvert des portes vers toute autre chose. Est-ce que pour toi ça a été Oui, c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui m'a étonné et troublé. Je suis devenu populaire malgré moi. C'est ça. Et en fait, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la philosophie sans s'en rendre compte, non, pas la philosophie, de la quoi ? La prose. La prose, oui, c'est ça, voilà. Moi, je suis devenu populaire sans le savoir parce que avec le Petit Chaperon Rouge, j'avais fait un spectacle pour les enfants. Sauf que je n'avais pas compris que les théâtres allaient vendre ça aussi pour les adultes, et que les adultes ont apprécié ce spectacle, et que c'est devenu un spectacle tout public, comme on dit dans les théâtres, et donc un spectacle populaire. Mais c'était pas une stratégie, c'était pas prémédité. Et effectivement, c'est le premier spectacle qui m'a fait sortir de comment on pourrait nommer ça, d'une filière un peu de public averti, peut-être. Julien ? Oui, je voulais juste revenir sur la notion de... Enfin, c'est plus une remarque qu'une question, sur la notion de liberté chez le comédien. Et en fait, j'ai l'impression, dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, qu'il y a une grande part de liberté chez vos comédiens, parce que justement, vous ne leur fournissez pas le texte en entier dès les premières répétitions, que vous leur donnez tous les moyens nécessaires pour utiliser leur corps, leur voix à 100%. Et du coup, je me pose la question de pourquoi est-ce que vos comédiens ne seraient pas libres de toute part de créativité vous leur donnez les armes nécessaires à être 100% libres, contrairement à ce que vous avez peut-être pu vivre. Oui, mais peut-être que j'ai voulu j'ai voulu créer un rapport de travail avec des comédiens tel que moi j'aurais aimé le rencontrer. Si on a évoqué ça tout à l'heure, si rapidement j'ai dit à mes comédiens avec qui je m'entendais bien, moi j'aimerais travailler avec vous toute la vie, et je m'engage même, allons-y, à faire une pièce avec vous, une par an pendant 40 ans, c'est parce que j'aurais aimé, étant comédien, j'aurais aimé qu'on me rassure sur cette précarité. Par rapport à cette précarité,
là de jamais savoir au bout de 2 ans qu'est-ce qu'on va faire quand on est comédien. Est-ce qu'on va avoir du travail? Est-ce qu'on va continuer à travailler avec tel metteur en scène? Je voulais les libérer de cette angoisse, de cette question. C'est terrible, par exemple, quand on est comédien, qu'on travaille avec un metteur en scène qu'on aime bien, on se dit « j'aimerais bien refaire un spectacle avec lui ». Donc on se dit bon, bien sûr, il faut que je sois bon dans mon travail, mais il faut aussi que je sois sympa. Il faut que... Donc, et on n'arrête pas de se demander comment je dois me comporter avec lui, parce que quand même, bien sûr, s'il m'apprécie dans la vie, ça va m'aider. Si au contraire, je me dis non, il faut surtout pas que je rentre dans ce jeu. Après tout, c'est sur mon travail qu'il doit me juger. Alors, du coup, je vais prendre une distance avec lui. L'autre va se dire, mais qui c'est celui-là? Il me fait la gueule, il n'a pas envie. En fait, on dit donc, bah oui, je vais certainement pas bosser avec lui, parce qu'il n'a pas l'air de se plaire avec moi. Enfin, tout devient très compliqué. J'avais envie de libérer les gens avec qui je travaille de toutes ces questions. Donc, de les rendre libres, oui. Mais je pense que ça vient de mon expérience de comédien, de cette expérience, entre guillemets, pas toujours très heureuse. Et sur le plan du contrat avec eux et sur le plan de la question artistique, j'ai cherché à donner ce sentiment de liberté. Oui, parce que là, on entend vraiment que c'est pas dans le souci dans le souci de créativité théâtrale qu'ils sont pas libres, mais plus dans tout ce qui est à côté. Vous n'avez pas vécu de liberté en tant que vous n'avez pas été libre en tant que comédien, mais plutôt en tant que personne qui cherche à faire du théâtre. J'ai été comédien et avec des compagnies, et j'ai été comédien avec j'ai fait des projets, j'étais acteur dans des spectacles. Le problème, c'est que, par exemple, je suis tombé sur des gens qui avaient un caractère vraiment complètement impossible, des projets en plus pas très intéressants. Enfin, quand on tombe sur une personne caractérielle qui n'a pas beaucoup d'intérêt artistique, on est très malheureux, franchement. J'ai presque envie de creuser la question de Julien dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire te dire que à l'époque où les spectacles étaient justement dans un réseau peut-être un petit peu plus d'initiés, comme tu disais tout à l'heure, donc quand tu jouais par exemple au Lavoir Moderne Parisien à Paris, qu'on était une dizaine dans la salle, etc. Quand tout d'un coup, bravo, quand même, c'est ma fierté. mais quand tout d'un coup ça bascule entre guillemets avec justement le Petit Chaperon Rouge, et que tout d'un coup tout un tas de programmateurs qui ne t'adressaient pas la parole, qui ne voulaient même pas te recevoir pour parler de projets, du jour au lendemain veulent à tout prix ce spectacle-là et le programmer. C'est-à-dire cette bascule-là tout d'un coup, comment est-ce que toi tu l'as vécu, puisque tu parles aussi, c'est intéressant, du jeu de rôle, donc le jeu de rôle des comédiens par rapport aux metteurs en scène, mais ça peut s'inverser aussi dans l'autre sens, donc des metteurs en scène par rapport aux directeurs de théâtre, par rapport aux programmateurs, etc. C'est-à-dire ça, comment est-ce que tu l'as vécu, tout d'un coup tous ces gens-là qui t'ignoraient somptueusement et qui subitement ne voulaient plus, voulaient du pommera à toute la sauce? Il faut être sage, il ne faut pas être rancunier, et surtout il faut déléguer. Moi j'avais depuis longtemps cessé de vouloir m'occuper de tout dans ma compagnie, et entre autres des relations avec les théâtres. J'étais en relation avec les plus fidèles de nos partenaires. Mais par exemple, pour ce qui est des rapports avec ce qu'on appelle les programmateurs, c'est-à-dire les gens qui se mettent à acheter un spectacle parce que ça plaît, ces gens-là, je ne les ai pas méprisés, mais je n'ai pas eu de lien avec eux. Tu as considéré que c'était de la vente? Oui, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un rapport particulier avec eux. Mais c'est vrai que certaines fois, quand je vois un gros théâtre qui ne programme que Pinocchio, le Petit Chaperon Rouge et maintenant qui se bat pour avoir Cendrillon, je me dis ouais, celui-là il exagère, parce que je vois très bien, je vois ce qu'il a dans la tête, et là j'ai l'impression d'être un tout petit peu pas méprisé, mais là je trouve que
j'aurais presque envie de dire, s'il est un peu trop haut sur la liste pour acheter Cendrillon, j'aurais presque envie de prendre son dossier et de le mettre au bas de la liste, parce qu'effectivement, je suis un petit peu énervé. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais sur qui je peux compter, et j'essaie d'être fidèle aussi avec les partenaires qui m'ont accompagné au début ou qui m'ont soutenu au début. J'essaye aussi de ne pas en vouloir aux gens qui n'ont pas cru en moi ou qui ont évolué par rapport à mon travail, parce qu'il n'y a pas que les opportunistes. Mon travail, il a évolué, il s'est ouvert, il se refermera peut-être, mais on disait tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais on a parlé du Cap avec le Petit Chaperon Rouge, peut-être le spectacle Les Marchands, où quelque chose a été plus accessible pour le public. C'était pas que un calcul de ma part, j'avais envie d'aller vers ça, et peut-être que j'ai poursuivi dans cette direction d'une plus grande lisibilité pour les spectateurs, et donc c'est normal que des programmateurs qui ne s'intéressaient pas à mon travail se soient intéressés ensuite, parce que j'avais moi-même évolué ou bougé. Donc je peux pas être rancunier ou en vouloir aux gens. La sagesse. Oui. Yael, je crois que la question de la jeune fille, et puis on va te redonner le micro, Martine. Voilà. Oui. Je voulais juste revenir sur l'aspect tribu dont vous parliez tout à l'heure. Et ça m'a fortement rappelé, pour avoir travaillé quelques jours avec Ariane Nouchkine à la cartoucherie, c'est exactement les propos qu'elle tenait. Le même salaire pour tout le monde et tout. Donc je me suis replongée exactement dans l'esprit qu'elle tient elle aussi dans sa troupe, sa tribu, son monde autour d'elle. C'était un peu ça. Sinon, je vous rassure, votre texte a de l'importance pour certains. Alors, mes quatrièmes sont en train de travailler cette année Pinocchio, et ils ont vécu une expérience particulière, surréaliste, parce qu'en voyant la pièce, ils récitaient en même temps. Donc, vos mots sont importants aussi pour eux. Là, j'ai les deux escrocs à côté. Là. Donc, c'était juste pour vous dire que voilà, c'est pas n'importe quel mot. Mais tant mieux. Ils ont du poids pour eux. Quoi. Tant mieux. Et je n'en ai pas de certitude, vous comprenez que... Et pour pousser la question de la tribu, la première fois où tu t'es retrouvé à devoir diriger... La tribu, je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de tribu. Moi, je n'emploierais pas ce terme, ni clan, ni tribu, ni famille. Et il y a beaucoup de points communs avec Ariane Nouchkine et le Théâtre du Soleil. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, c'est quelqu'un parmi d'autres qui a pu m'inspirer. Il y a aussi beaucoup de choses que je revendique de différents dans mon fonctionnement et dans mes principes. Mais c'est quelqu'un de très important pour le théâtre et qui a été important pour moi. Et la première fois qu'on te propose de travailler avec des acteurs qui ne sont pas les tiens, par exemple, quand le Théâtre National de Bruxelles te propose de travailler avec des acteurs belges... Et que donc me propose pas, me demande... Te demande, voilà. Exige. T'impose. Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe la première fois que tu te retrouves avec des comédiens qui ne sont pas tes compagnons, justement ? Pourquoi, en deux mots, pourquoi on m'impose de travailler avec des comédiens qui ne sont pas mes comédiens, qui ne sont pas des comédiens que j'aurais choisis, qui sont des comédiens... Pourquoi on m'impose de travailler avec des comédiens belges ? Parce qu'à un moment donné, ce théâtre qui me soutient me donne un coup de main gigantesque sur un spectacle, sur une création où il manque 200 000 euros, et alors qu'il me donne déjà 100 000 euros sur cette production, me redonne encore 100 000 euros. Et je ne peux pas m'empêcher de dire à ce moment-là à cette personne qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te remercier. Et on me dit, voilà, ce serait fantastique si tu pouvais faire un spectacle ici, créé dans notre théâtre, et qui serait avec des comédiens de Belgique, et pas de ta compagnie. J'ai dit d'accord. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je pars à la rencontre de ces gens, puisque je ne les connais pas, et que du coup, je prends un temps vraiment long, important, pour rencontrer ces gens et pour les
les rencontrer dans le travail, les rencontrer humainement, et pour reconstituer finalement une petite troupe. Et donc le spectacle qui s'appelle Cendrillon, qui a été créé il y a 1 an et demi, il a été constitué de toutes pièces, si je peux dire. La troupe a été constituée de toutes pièces à partir de ces rencontres, de ces stages, de ces ateliers que j'ai faits à Bruxelles. Et c'est une troupe qui n'a pas le vécu de ma troupe de la Compagnie du Brouillard, mais... Et ça a changé ta façon de travailler ou pas? Mais le temps que j'ai passé, en tout cas pour la constituer, a vraiment porté ses fruits. C'est des gens formidables, c'est des gens qui s'entendent très bien entre eux en plus. Et ce sont des très belles personnes. Et du coup, il n'y a pas de... Finalement, il n'y aurait presque pas de différence entre ces deux troupes, celle qui sort un peu de nulle part et celle qui a mis autant de temps à se développer. Est-ce que pour être plus concret, il a fallu les déshabituer d'un certain nombre de manières de faire, de savoir-faire peut-être? Ces gens-là? Non, parce que ce que j'ai fait concrètement, c'est que, comme je disais, j'ai pris du temps. Enfin, après, on pourrait parler de la question du temps, de prendre du temps pour faire les choses. Moi, Est-ce que tu dirais que cette prise de temps a été aussi la manière de recréer un affect? Parce qu'en général, quand on te propose de travailler avec des comédiens qui ne sont pas tes compagnons, entre guillemets, donc c'est travailler aussi, ça veut dire aussi travailler avec des comédiens avec qui on n'a pas d'affect a priori. Et est-ce que du coup, tu dirais que ce temps était aussi pour toi une manière de recréer de l'affect? C'était important pour toi ou pas du tout? Ou c'était simplement de faire des rencontres? Oui, on pourrait dire de créer un lien qui ne soit pas seulement un lien artistique. Très, très concrètement, on a passé les auditions à Bruxelles, on a reçu 1000 à peu près candidatures. J'ai lu 500 lettres, parce que j'ai sélectionné sur les 1000 les 500 qui connaissaient mon travail, donc qui pouvaient déjà candidater par rapport à quelque chose qui pouvait les intéresser, non pas dans l'absolu. J'avais mis ce premier critère, donc j'ai lu à peu près 500 lettres. J'ai retenu 150 lettres qui me semblaient animées de quelque chose qui m'a touché. J'ai rencontré ces 150 personnes, j'ai discuté avec elles 1 demi-heure chacune, ça m'a pris 1 semaine. Ensuite, j'ai fait un atelier d'1 mois où j'ai retenu sur ces 150, 60 personnes. J'ai fait 2 groupes de 30 personnes, 4 heures par jour avec un groupe, 4 heures avec l'autre, pendant 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, j'ai gardé seulement 20 personnes. Et j'ai continué à travailler encore 10 jours avec ces 20 personnes. Et au bout de ces 10 jours, j'ai retenu 5 personnes pour faire mon spectacle. Je veux dire, j'ai été long, j'ai pris le temps. Et je crois que si on triche avec le temps, on s'en rend compte rapidement. Et voilà, c'est tout simplement ce temps que je crois que j'ai pris aussi et que je continue à vouloir prendre dans mon travail, qui est essentiel selon moi. Je posais la question parce que j'ai lu des choses assez précises sous votre plume qui m'ont rappelé un peu ce que pouvait dire Robert Bresson, des acteurs qui travaillaient avec lui, alors sans aller jusqu'au fait de travailler juste une fois avec eux parce que ce sont des modèles et ensuite ils ne peuvent plus continuer, mais sur le fait qu'il faut les déshabituer d'un certain nombre d'atavismes ou de manières de faire le comédien. Est-ce que c'est dans ce sens que vous avez fait les ateliers Non, parce que dans un atelier, on ne peut pas communiquer une façon de travailler. Dans un atelier, finalement, on regarde les gens qui sont déjà naturellement le plus proches de son univers, de son travail, de son approche, en fait. Parce que dans un travail de création, comme celui de Cendrillon, par exemple, il était très important de trouver des comédiens qui déjà naturellement, ou par le fait de leur parcours et des choix qu'ils avaient faits dans leur vie artistique, étaient déjà dans une complicité possible avec moi et mon travail. Martine ? Juste un point, je rebondis sur Cendrillon, puisque j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça vous fait d'être pour 3 ans auteur de l'Éducation nationale en option théâtre ?
demande une professeure en option théâtre. D'accord. Non, c'est vrai, puisque c'est Cendrillon. Tout à l'heure, vous sembliez trouver Ah oui, un peu dommage. c'est Cendrillon que qui a ce été soit- choisi par Voilà, l'éducation. c'est Ah oui, Cendrillon ça c'est vrai que je ne qui- savais pas ça. C'est Cendrillon qui a été choisi par l'éducation nationale. Et pas les marchands ou Non, non. au Monde ou Grâce à mes yeux. Ils ont hésité entre tout l'univers de Pomera ou un texte de Pomera. Et- Je pense qu'il y avait les marchands. Oui, il y avait Oui, quand oui. on m'a abordé, on m'a parlé de, je crois même un troisième, je ne sais pas si c'est Cercle Fiction, non peut-être pas, ou Sept enfants, je crois, avait été cité. Et parmi ces trois, moi je trouvais que, alors, je trouvais que comment, Cendrillon, oui, Cendrillon était intéressant parce que je me suis dit ça va être une autre approche pour des lycéens du théâtre. J'avais l'impression que dans les textes qui avaient été retenus, enfin dans les auteurs qui avaient été retenus les années précédentes, il n'y avait pas eu ça, et que il n'y avait pas eu cette forme-là de théâtre, un théâtre avec une expression très, très concrète, un langage presque du quotidien, avec une crudité, des sentiments très concrets, des personnages d'adolescents qui pouvaient aussi être dans une réalité, dans une proximité avec les lycéens. C'était une manière de proposer un théâtre qui était en grande proximité de ce public-là, des lycéens. J'avais l'impression que ça n'avait pas été le cas pendant... Enfin, je ne connaissais pas tous les auteurs qui étaient passés... je ne sais pas depuis quand d'ailleurs ça existe, ça, mais... 84. 84, bon, d'accord. Mais je dis pas que ça crée un précédent, mais j'avais l'impression quand même que c'était intéressant que ce soit ce texte-là pour ces raisons que je viens de dire. Là, ça me permet de creuser peut-être par rapport... Tout à l'heure, j'ai effectivement précisé que beaucoup de candidats seraient tamés en passant des textes de toi à l'audition, mais ça me permet de dire pourquoi. C'est parce que souvent, la scène, du coup, est complètement naturalisée. Et du coup, ça rebondit sur ce que disait Martine, sur le fait que l'utilisation du micro, et par rapport à ce que tu disais, donne comme, certes, quelque chose qui est très proche du réel, mais en même temps qui a une théâtralité. Et donc, quand on n'a pas le moyen technique donc, du micro, comment est-ce que le jeune acteur trouve quand même la théâtralité très présente dans ton écriture? Parce que moi, je pense très profondément que ton écriture est théâtrale et que le texte vaut en soi, ça c'est indéniable. Mais dans une lecture rapide, et ça, on a souvent de toute façon, on a souvent le problème avec les textes contemporains chez les jeunes acteurs, c'est que d'une certaine manière, tout passe à la même moulinette du naturalisme. Et que du coup, le muscle, le sens de la langue, etc., c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert un petit peu plus tard. Mais te concernant, justement, tu arrives à le trouver aussi par cette écriture sonore. Donc, ça va être intéressant aussi par rapport à des lycéens sur comment travailler ça sans ce média-là. Moi, je ne suis pas certain que ce soit le micro qui soit si déterminant. Je pense, par exemple, si tu travailles sur mes textes dans un espace comme celui-là, c'est pas dit que le micro soit important, essentiel. Et que par contre, il me semble il casse un peu le naturalisme de manière presque c'est-à-dire que immédiate, quoi. Ce qu'on appelle le nat. Enfin, il me semble que moi, je cherche quelque chose qui pourrait s'apparenter à du naturalisme, mais qui n'en est pas. Je pense que le théâtre que je fais paraît simple, sans artifice, et en fait, il n'est pas quotidien. Mais ça se voit pas. Enfin, il y en a pas beaucoup de traces. C'est peut-être ça qui est piégeux pour des jeunes acteurs qui.
Mais de quelle pièce tu parles, par exemple? Non, mais parce que... Par exemple, la pièce qui est la plus présentée au concours, je regarde dans les élèves pour savoir s'il y en a quelques-uns qui l'ont présentée au concours, mais dans ceux qui sont passés, donc c'est bien. Mais cet enfant, par exemple, est très, très, très joué en concours, énormément. Et effectivement, le piège, c'est le fait que tout d'un coup, il naturalise complètement la situation. Parce que tout d'un coup, il y a une situation, entre guillemets. Et donc, il y a un langage très quotidien. Et il y a un langage très quotidien. Et donc là, effectivement, on fronce la tête baissée. Et là, effectivement, il y a. Donc peut-être, effectivement, le choix de Cendrillon va éviter ça. Mais voilà. Ça demande réflexion et recul. Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions? Oui, d'autres questions, peut-être. Peut-être une réponse aussi à la question. Oui. Oui. Moi, je voulais revenir sur la liberté, qui en fait n'est pas si évidente que ça, moi, je pense, dans vos spectacles. Je ne sais pas si l'acteur est aussi libre que ça. En même temps, la liberté, on la trouve dans la contrainte, mais parce que physiquement, c'est une partition. Vos spectacles, c'est une partition. Moi, je suis assez curieuse de savoir comment, le premier jour du plateau de répétition, on entre dans un décor qui est déjà là, donc qui donne un univers. Certes, il n'y a pas le texte, mais il y a déjà des costumes, des décors. Comment on s'inscrit là-dedans, et surtout comment les corps viennent? C'est vous qui dites parce qu'il y a toujours les mêmes, enfin c'est pas toujours les mêmes corps, mais cette simplicité dans les corps, c'est une chorégraphie. Comment ça vient, ça? C'est vous, c'est pas les acteurs directs qui proposent ça? Oui, c'est que après, dans cette part du travail, elle est presque un peu inconsciente, ou elle est. Je me demande si c'était pas Novarina qui disait que quand il allait voir un spectacle d'un certain metteur en scène, il avait l'impression que tous les comédiens jouaient comme ce metteur en scène qu'il connaissait, et que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais que souvent les metteurs en scène, ou encore plus quand ils sont auteurs, donc dirigent le corps des autres acteurs comme en se projetant finalement. Et je pense que je pense que c'est faux de dire que mes acteurs sont dans une liberté absolue. Il y a beaucoup de contraintes, et je les guide énormément, et je les contrains énormément, et dans l'espace, et dans... Ils sont tous nyctalopes déjà, parce qu'il faut s'installer tous dans le noir, entre les changements, être exactement aux marques. Un critère de recrutement. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne plaque pas d'idées sur eux. Je leur demande de ne pas le faire eux-mêmes. Je leur demande de ne pas plaquer sur eux-mêmes des idées qu'ils auraient conçues en dehors du plateau. Par exemple, je leur demande de ne pas visualiser ce qu'ils vont faire sur un plateau. En ce sens, je leur demande de ne pas contrôler ce qu'ils font. Je leur demande de se mettre dans cette position qui consiste à créer quelque chose qu'on a quand même construit, dirigé, mais qu'on ne contrôle pas au sens de le visualiser, de le maîtriser. Et aussi, moi, je ne plaque pas une idée que j'aurais conçue à l'avance sur eux. Et en ce sens, je crois que je leur laisse une grande liberté, et que je ne dois pas être le plus castrateur des auteurs metteurs en scène ou des metteurs en scène. Alors, excusez-moi, justement, quel est le critère vous disiez, il y a eu 5 personnes que vous avez retenues sur Cendrillon. Le critère, c'est quoi? C'est s'inscrire dans un univers, ok, mais comment dirais-je, pas s'inscrire dans un univers, des personnalités qui voilà, compatibles. Mais c'est d'abord humain. C'est humain et artistique. Il faut que les deux soient là. Mais est-ce que l'artistique chez vous, ça passe pas déjà par l'humain? Enfin, je veux dire, oui. Que c'est pas un truc, j'allais dire d'âme, c'est pas de l'âme, mais une espèce de... Oui et non, mais quand même, parce que des gens avec qui je m'entends très bien, ou avec qui je pourrais avoir envie d'aller dîner souvent, ou de rencontrer, c'est pas forcément des gens que je vais engager.
Il y a une différence quand même. Par contre, quelqu'un qui sera exceptionnel sur un plateau, mais que je vais sentir étranger à ma manière d'engager des relations avec les autres, ce sera pas possible. On a une dernière question. Oui, Michel. C'était une question par rapport au passé, présent et futur. J'ai lu quelque part, peut-être que c'est une erreur, vous avez dit une fois que votre projet de vie, c'était d'écrire une pièce tous les ans, pendant 40 ans. Où est-ce que vous en êtes de ce projet? Est-ce qu'il est toujours valable et pourquoi ce désir? Oui, il est toujours valable. J'ai dit ça en 2003. Donc ça faisait 13 ans déjà que je mettais en scène des pièces. Et j'avais 40 ans en 2003. Donc ça fait 10 ans. Donc il m'en reste 30 ans. J'ai fait, je crois, plus d'une pièce par an. Hein, je n'ai pas compté, mais... Et voilà, je continue. Je continue. Pourquoi ? Parce que je crois que j'ai, dans ma vie, comme je décrivais au début, dans mon parcours, j'ai pris mon temps. J'ai vraiment eu des périodes où j'ai rien produit, où j'ai rien fait, où j'étais contemplatif, où je réfléchissais, où je réécrivais des phrases dans les livres que je lisais. Et je me suis cherché, voilà. Et puis, il me semble qu'un jour, aux alentours de cette époque-là, 40 ans, je me suis senti au bon endroit, comme si j'avais la certitude que, après tout ce temps que j'avais pris, il me semblait que les choix qu'on doit faire dans une vie, les engagements qu'on est amené plus ou moins à prendre un jour, eh ben, c'était le moment. C'était pas forcé. Personne m'avait forcé. Personne me forçait. Personne me disait il faut que tu fasses ces études-là. Personne me disait il faut que tu fasses ce métier pour faire vivre ta famille ou je sais pas quoi. Non, c'était en toute liberté que j'avais envie de prendre cet engagement. Encore une fois, que personne ne me demandait de prendre, mais que je sentais qu'il était juste de prendre, parce que dans une vie, il m'est apparu que c'est bien au moins de faire une chose bien et à fond. Et il m'a semblé, et j'en suis toujours d'accord, il m'a semblé que c'était dans le théâtre, de cette manière-là, que ça allait se passer. Et voilà. C'est au bout de 40 ans, justement, que les compagnons deviennent maîtres, non ? Ça, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup, Michel, pour cette question, on peut dire, qui, je pense, achève bien cette discussion. Évidemment, on remercie beaucoup Joël Pomera d'avoir été de plein pied, on peut dire, tout de suite, dans une discussion profonde avec nous. Merci aussi beaucoup à vous tous qui êtes venus ce soir. Je vais te remercier aussi, toi, d'être venue ce soir, Isabelle. Et Arnaud Meunier pour cette rencontre. C'était très chouette. Et à suivre la grande et fabuleuse histoire du commerce dans très peu de temps. Du 2 au 15 mars.